Hey, on est en direct. Parfait, parfait, parfait. Trop heureuse d'être là. Alors, je suis désolée pour ce petit contretemps et ce petit retard. Pour moi, c'est une première de lancer un Zoom sur ma page. Et du coup, ben voilà, j'ai eu affaire à un petit souci technique, mais voilà, on est là. Hop, je partage moi aussi de mon côté. Comme ça, hop, c'est fait. Et je suis entièrement à toi. Bon, c'est parfait, c'est parfait. Comment tu vas, Barbara? Bah, écoute, ça va bien. Ravie, très, très heureuse d'être là. Vraiment très, très Ouais, moi heureuse de aussi, je suis très, partager ce très moment avec contente toi. de... Moi aussi, je suis ravie de partager ce moment avec toi. En plus, c'est un sujet qui nous tient à cœur, hein, parce que c'est une expérience qu'on a vécue toutes les deux, Ouais. c'est du cancer. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, on a eu un échange toutes les deux. Et du coup, on s'était dit pourquoi pas venir apporter notre contribution à ce mois d'octobre rose en venant parler de notre expérience à toutes les deux, chacune comment on l'a vécu, et aussi pouvoir d'une certaine manière transmettre des clés qui nous ont permis d'avancer et qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui parce que toutes les deux on a un petit peu de distance maintenant par rapport à ce processus. Donc voilà, c'était un peu l'idée de faire ce live. Et vraiment, je suis ravie de le faire avec toi. Et bon, j'espère que vous aussi, vous allez prendre du plaisir à nous écouter toutes les deux. C'est ça, exactement. Prendre du plaisir. Et puis, voilà, également, regarder ce qui vous semble juste, ce qui vous semble bon pour vous, prendre ce que vous avez à prendre. Et puis voilà, c'est vraiment important de voir ça comme un partage d'expérience, parce que ça reste juste un partage d'expérience, comment on a traversé toutes les deux la maladie, qu'est-ce qu'elle nous a apporté aussi, parce que cette maladie-là nous a aussi également apporté des choses. Et c'est justement le recul, les années qui nous ont permis de nous rendre compte que cette maladie-là nous avait aussi apporté des choses. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est avoir cette possibilité d'avoir le recul par rapport à la maladie et d'offrir cette vision-là aux personnes qui sont au plein cœur de la tourmente, de la tempête, et de se dire que voilà, qu'avec le recul, on a aussi une autre C'est vision, une ça. autre perspective. C'est sûr que la période où on est au cœur de la maladie, des fois, c'est compliqué d'avoir Ouais. même une idée du lendemain, tu vois, ou du jour d'après, des jours des semaines et des mois qui arrivent, parce qu'on n'a même pas vraiment de notion de temps à ce moment-là. Non, on est Euh, en fin de compte dans une machine infernale, donc on ne se projette plus. Exactement ça. Tout à l'heure, avant de commencer le live, on a un tout petit peu échangé déjà d'une pour que j'y arrive techniquement à lancer ce live. Et c'était vraiment l'image qu'on a vue toutes les deux. C'est qu'à un moment donné, quand on est au cœur de ce processus de la maladie, hein, du cancer, en plus, c'est vraiment. Ouais, c'est Maladie vraiment qui fait peur. ouais, c'est une maladie qui fait peur. Le mot lui-même fait peur, en fait, parce que Le mot est euh, chargé d'énergie très négative, d'énergie de mort. ouais, de mort, carrément. De toute Ah façon, oui, dès qu'on t'annonce que tu as un cancer, c'est la mort que tu entends plus que la maladie, quoi. ouais, Ah, ok, je vais mourir. ouais, c'est Bah, ça. bah, Ouais, comment on fait pour rester vivante malgré tout? Et même, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est grâce à tout, en fait, plutôt que malgré tout. ouais, c'est grâce à tout, exactement. Et c'est aussi le recul qui amène, qui permet de se dire que cette maladie-là, moi, quand je regarde la maladie et toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, je sais que c'est parce que je suis passée par tout ça que je suis aussi vivante aujourd'hui. Ben, c'est carrément ça. Moi, j'ai envie de te dire, je me sens encore plus vivante, mais en vrai, c'est un superlatif qui n'a même pas de sens, c'est juste, je suis vivante. Mais Et on en prend vivante avec, conscience. c'est ça, c'est vraiment en ayant tu vois, presque ça a du goût d'être vivante, c'est-à-dire que chaque instant a une texture, un goût, Hum.
tout est amplifié, mais juste parce qu'on a pris conscience qu'on était vivante et que oui, effectivement, le fait de venir côtoyer la mort, parce que là, de toute façon, c'était évident pendant des mois, en tout cas, on te dit pas, tu vas vivre, on te dit, t'es dans la machine, tu as des choses à faire, etc. Le tambour de la machine à laver était secoué. Ça t'es secoué. Comment on fait quand on est secoué pour pouvoir avancer? Bon, on a réussi, donc c'était ça aussi qu'on avait envie de transmettre, c'était d'apporter beaucoup d'espoir, de foi à travers tout ça, même si on sait que certaines n'y arrivent pas et ne s'en sortent pas. Et voilà, c'est sûr que cette maladie emmène quand même des gens avec elle, mais on peut quand même, quand on est dans cette bataille, trouver de la force et de l'espoir pour pouvoir survivre. Oui. Je vais te laisser raconter toi ton histoire et je raconterai la mienne. Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit, je vais te laisser toi raconter ton histoire à toi et après, j'aimerais raconter un peu la mienne de manière à ce que quand même les gens puissent avoir un peu plus d'informations, de détails sur ce que c'est vivre cette maladie. Et après, on racontera tout ce qu'on a fait toutes les deux, chacune de nos côtés pour rendre ça. Alors, toi, tu m'aides pour sublimer ça. Moi, je dis toi, tu dis sublimer l'épreuve que l'on a vécue. Ouais. C'est vraiment le merveilleux malheur, comme on peut l'entendre aussi parfois. Pour moi, c'est un réveil, tu vois. Ah oui, mais complètement. C'est un réveil. Allez, Barbara. Ouais. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2014, j'ai eu pas mal de problèmes de santé. J'ai été opérée entre 2014 et 2018. J'ai été opérée 5 fois à 5 endroits différents de mon corps. Donc, ça faisait déjà quelques temps que mon corps me disait, là, il y a un problème, Barbara, il est temps que tu te réveilles, mais je ne l'entendais pas. Donc, on m'a opéré de poignet, main gauche, main droite. J'ai eu une première grosse alerte parce qu'on m'a dû me faire en urgence un laser du col de l'utérus, parce qu'il y avait quand même pas mal de petites cochonneries. Donc, on me fait un laser du col. J'entends toujours pas. Et donc, ça, c'était en décembre 2015. Et en septembre 2016, je me retrouve avec des douleurs au ventre incroyables parce que moi, j'ai eu un cancer de l'endomètre. Et donc, je me retrouve avec des douleurs au ventre incroyables. Et là, je me dis, bon, je pense que le laser que j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Il va falloir que je retourne faire un petit nettoyage et tout. Puis, on fait des examens. Et en fin de compte, non. On se rend compte que le nettoyage n'est pas d'actualité. Là, c'est quelque chose de plus important. C'est un cancer de l'endomètre, une hyperplasie de l'endomètre. Et donc, du coup, là, je rentre dans un traitement. C'est ce que tu disais, on rentre dans une machine. C'est vraiment ça. J'ai vraiment le sentiment que pendant les mois de mes traitements, j'ai été dans une machine à laver. Et j'étais en train de tourner dans tous les sens et je n'avais plus de contrôle du tout. T'enchaînes les rendez-vous, t'enchaînes les traitements, t'enchaînes tout ça et tu suis. Tu as la machine qui avance et toi, tu suis. Et donc, voilà, donc je suis rentrée dans cette machine-là avec des traitements hormonaux par injection. Et donc là, mon corps a complètement... j'ai complètement perdu tout lien avec mon corps parce que là, j'étais avec les hormones, j'ai perdu vraiment la capacité de contrôler quoi que ce soit sur mon corps. J'ai pris du poids, j'ai pris 25 kilos en 9 mois. Et donc ça commence en septembre. Et en février, donc comme l'idée, c'était de pouvoir contrôler pour pas qu'il y ait de perte de sang, pour pas que la maladie puisse aller plus loin. Et en février, on s'est rendu compte que je perdais mon sang. Et donc, du coup, là, on m'a fait une hystérectomie totale en urgence pour contrer au maximum. Et c'est ce qui a été fait. C'est le chirurgien qui m'a opéré a fait ça à merveille. Il a nettoyé partout, à tel point qu'il a même nettoyé au niveau du nerf sciatique. Donc, je ne pouvais plus m'asseoir après. Mon nerf sciatique était abîmé. Il a fallu qu'il se reconstruise. Bon, il y a eu après tout un cheminement où on rentre vraiment dans la machine où tu ne contrôles plus rien, tu ne contrôles plus ton corps, tu ne contrôles plus les réactions de ton corps avec les hormones. Moi, je partais dans tous les sens, les émotions. En plus, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc du coup, avec les hormones, c'était un beau cocktail. Et donc voilà, donc du coup, c'est vrai que ça a été des mois sans contrôle, des mois sans rien, sans pouvoir avoir de maîtrise sur ma vie, en tout cas sans avoir le sentiment d'avoir de maîtrise sur ma vie.
Et on en parlera tout à l'heure. En fin de compte, moi, ce qui m'a permis de passer ça et de sublimer cette épreuve, c'est que j'ai compris que j'avais peut-être pas de contrôle sur ce qui m'arrivait, mais en fin de compte, j'avais le contrôle sur comment moi je voulais vivre les choses. Et c'est là où j'ai repris un contrôle. C'est que j'avais ce sentiment, cette illusion de perdre du contrôle, mais en fin de compte, c'est là où j'ai réellement pris le vrai contrôle de ma vie, où je me suis mise à vivre ma vie avec intention et où j'ai traversé la maladie avec intention. Et c'est ça, moi, qui m'a permis justement de sublimer les choses et de m'en sortir encore plus vivante derrière. C'est que du coup, cette maladie m'a permis de choisir comment je veux vivre chaque instant. C'est vraiment, je suis devenue très intentionnelle dans la façon dont je veux vivre ma vie, dans la façon dont je veux vivre ce qui m'arrive. Et c'est ça qui me permet d'être dans la gratitude, d'être dans la joie et de reconnecter à la force de vie qui est en moi. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que j'ai vécu. Tu l'as eu, toi aussi, tu l'as eu relativement jeune. Je l'ai eu, j'ai eu très jeune. On m'a opéré moi, en 2017. Donc, j'avais 40 ans. Je suis née en 77, donc j'avais 40 ans. Donc, ouais, c'était relativement jeune. Ouais. C'était relativement jeune. Et c'est vrai que c'est quelque chose avec le cancer, c'est quelque chose avec lequel j'ai vécu quasiment toute ma vie. Moi, j'avais 15 ans quand ma maman a fait un cancer du sein. Et donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui... et dans ma famille, il y a beaucoup de cancers du sein. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui était presque présent à côté de moi, comme si le cancer vivait avec moi. Et quand j'ai eu le cancer, c'était presque quelque chose de normal, que je m'attendais presque à ça. C'était le fait de... C'est ça aussi, cette maladie-là, c'est que quand dans ta famille, tu as beaucoup de cas, tu te dis, moi aussi, ça va m'arriver. Moi aussi, je vais vivre avec ça. Et du coup, c'était presque quelque chose de normal, alors que pas du tout. J'avais pas du tout à vivre avec cette soi-disant amie à côté de moi, parce que c'est pas un ami, mais cette soi-disant présence à côté de moi. Mais par contre, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu pendant toutes ces années. Et c'est vrai que quand on m'a dit, voilà, c'est un cancer de l'endomètre, je me suis dit, ah ouais, moi, c'est l'endomètre, c'est pas le sein. Donc, bon, on va traiter ça. On y va, on avance avec la machine. Mais ouais, je l'ai eu assez jeune. Mais quelque part, c'était aussi une étape dans mon cheminement. C'était, avec le recul, je sais que c'était une étape nécessaire. C'était ma façon à moi de me reconnecter à mon corps. Mon corps avait crié de nombreuses fois avant en disant ça va pas. Je ne l'ai pas écouté. Et là, il m'a dit je crie assez fort pour que tu m'entendes. Et ça m'a vraiment permis de me reconnecter complètement à moi et à mon corps. Donc, j'en suis sortie différente, vraiment. Ouais, je pense qu'on en sort forcément différente. Et moi, je l'ai eu. Du coup, je rebondis et je vais raconter un peu moi mon processus et mon histoire. Salut Isabelle, bonjour à toutes les deux. Je ne sais pas si tu vois les messages, mais en tout cas, non, je ne les vois pas, non. Là, c'est un bonjour à tout le monde et on est vraiment heureuse de vous savoir parmi nous et voilà, on espère que nos histoires, nos messages, ce qu'on a décidé de laisser passer en toute authenticité sur ce qu'on a vécu viendront vous apporter ce que vous avez besoin de prendre. Donc voilà, donc salut tout le monde et merci de prendre ce moment avec nous. Moi, je l'ai eu, ce cancer, ça fait 10 ans moi, pour moi cette année. Je suis sur ma 10e année. Alors, 10 ans, je crois qu'on peut dire que presque on est sorti euh, du côté la grosse machinerie. Alors, pour moi, c'est pas vraiment le cas parce que je crois que moi, je suis suivie à Curie à Paris, à l'Institut Curie. Je pense qu'ils m'aiment bien. Et vu que je l'ai eu relativement jeune, je l'ai eu à 33 ans, moi, le cancer du sein et que génétiquement, on aime bien nous faire des statistiques. Je ne sais pas si toi, tu as ta stat, mais voilà, on aime bien nous mettre des petits chiffres et qu'en termes de statistiques, disons que je suis quelqu'un qui vit avec une stat très, très, très élevée. Et encore du monde, salut Antonin, salut tout le monde. Donc, une forme d'épée de Damoclès après tout ce process, mais
Écoute, je vais apprendre moi dans un autre sens, c'est-à-dire que mon pourcentage aujourd'hui est de 92%. Et en fait, c'est 92% de continuer à être encore plus vivante. 92% où du coup, je reste moi encore aujourd'hui dans, on va dire, dans le processus un peu médical, c'est-à-dire que je suis suivie à vie. Donc, j'ai des rendez-vous tous les ans pour faire tout un check-up 2 fois par an. Un rendez-vous bien complet et un, c'est juste revoir presque des amis, hein, à force, tu vois, quand tu côtoies les gens depuis plus de 10 ans. Et en même temps, pour moi, aujourd'hui, ça a toute une autre... je suis vraiment passée à une autre étape, donc ça a un côté même presque, je pense ça comme le cadeau où on vient me surveiller, tu sais, on vient prendre soin de moi. Et je sais que de toute façon, en ayant cette surveillance quand même assez proche, et ben, du coup, voilà, pourquoi m'inquiéter vu que je suis super bien surveillée. Ça, c'est le côté post 10 ans de cette célébration. Et sinon, il y a 10 ans, j'avais 33 ans quand j'ai découvert ce cancer du sein. Pour moi, sein gauche. Et en fait, je venais d'avoir mon dernier, qui avait même pas encore un an. Écoute, sur ce sein, au départ, je me suis dit, oh, tu sais, quand tu as un bébé, en plus, j'avais un peu allaité mon dernier bébé, donc du coup, tu te dis, bon, la structure des seins change aussi. Oh, c'est peut-être juste ça. Et finalement, vu l'histoire aussi, moi, familiale, j'ai ma grand-mère qui est morte d'un cancer du sein. J'ai une tante qui a eu un cancer des ovaires et qui en est décédée. Et la fille de ma tante, qui a quelques années de plus que moi, 2 ans avant moi, déclenche aussi un cancer du sein. Donc, dans le doute, quand même, je me dis, bon, je vais aller consulter, mais vraiment sans m'imaginer là tout de suite que c'était la maladie, tu vois, qui frappait à la porte. Et bon, c'était bien ça, c'était le cancer. Donc là, après, cette histoire de machine dans laquelle tu n'as plus en tous les cas, dans un premier temps, le contrôle, a pris la place, quoi. Et moi, j'avais un cancer qui était quand même agressif. Donc, j'avais un type de cellule très agressive. Donc, ceux qui connaissent cette maladie savent qu'on nous répertorie nos cellules pour savoir quel type on a. Et en fait, j'étais en train de mourir littéralement. Sauf que à 33 ans, je venais d'avoir mon dernier. C'est vrai que je me sentais fatiguée. C'était la seule chose qui pouvait, aujourd'hui, après coup, me donner l'indice de cette maladie. J'avais pas de douleur, j'avais rien, tu vois. En plus, c'était l'année juste avant cette maladie. J'avais une année énorme, tu vois, l'arrivée du dernier, de mon bébé. On avait déménagé, donc j'avais géré les déménagements, etc. Donc, en fait, moi, j'ai mis la fatigue sur le coup de cette vie, en fait. Tu vois. Et sauf qu'en vrai, pas du tout. C'était une fatigue où du coup, mon corps les cellules cancéreuses étaient en train de prendre place. Et en fait, j'allais mourir dans les 6 mois. Donc voilà. Donc après, franchement, il y a eu tout un système qui s'est mis en place. Et franchement, on est chanceuse quand même parce que ça, quand même, j'ai envie qu'on puisse quand même le dire. C'est-à-dire toutes les deux, on habite en France. Il y a quand même, tu vois, en termes de suivi médical. Ouais, le suivi médical, on a accès à tout ça, accès aux soins. Et même si la machinerie, euh, ce tambour de machine à laver nous emmène vraiment à un moment donné à plus savoir où on en est et qui on est, mais en tous les cas, le système est là et nous permet quand même aujourd'hui, franchement, j'ai aussi de la gratitude pour ce système médical voilà, c'est ça, qui me permet d'être vivante aujourd'hui. Donc voilà, moi en fait, ce qui s'en est suivi, bah, c'est tout le processus. En fait, après, c'est le corps médical qui prend place. Et en fait, c'est presque, on devient, comment on pourrait dire ouais, je ne vais pas dire, attends, je cherche le mot. Il y a un pantin, je pense. Ouais, j'allais dire pantin, mais pantin, ça veut dire que quand même, il n'y a plus rien. Bah, quand même quelque chose. En fait, c'est vraiment ce sentiment qu'on ouais, peut c'est avoir. ça, c'est le sentiment qu'un... Tu suis
en fin de compte, tu es vraiment tu suis ce qu'on va te dire, tu suis le traitement parce qu'on te dit de suivre le traitement, tu suis les rendez-vous médicaux, tu vas à tel endroit, tu suis quoi. Tu suis et tu n'as pas vraiment le choix non plus parce que… t'as pas le choix. Voilà, il y a cette notion de pantin, cette notion où tu perds un total contrôle de ce qui t'arrive et de ton corps, parce que ton corps, il ne te répond plus, ton corps, il est fatigué, ton corps, voilà, et avec les traitements, il n'y arrive plus non plus. Et donc, tu suis. Et c'est vrai, vraiment, c'est comme dans une machine à engrenage, quoi. Les jours passent, voilà, une journée de passée. Et c'est vrai qu'en plus, comme il y a quand même, comme la mort est souvent, quoi, la mort est pas souvent, la mort est associée au mot La mort, elle est présente. Hein. C'est le la mort est présente. Et donc, du coup, tu n'es pas forcément non plus à te projeter, quoi. La seule chose que tu peux te dire, c'est je veux vivre, quoi. Voilà, c'est là-dedans. Mais tu n'es pas non plus à te projeter dans des rêves, comme moi, en tout cas, j'étais pas à me projeter dans les rêves, dans des voyages, dans des trucs comme ça, quoi. Tu es dans une machinerie. Comment? Et tu peux pas. Et c'est ça. Moi, en fait, c'est il y a des moments après on peut comprendre aussi ce corps médical qui lui-même n'a pas forcément toutes les réponses au moment où il te soigne. Mais en fait, à aucun moment il y a eu un mot pour venir moi me dire tu vas rester oui, vivre. Non. Jamais. Non, parce qu'il n'y a pas cette certitude-là. Ouais. Ils n'ont pas plus que nous. Moi, encore aujourd'hui, je suis pas considérée comme je suis pas considérée comme guérie. Tu vois, mais la rémission, vu mon taux de mon super taux, en fait, je fais partie de ouais, c'est ça, je continue à faire mon chemin, mais on me surveille, quoi, tu vois. Et s'il y avait quoi que ce soit, bon, allez, on rentre dans la machine et on est reparti pour un tour. C'est ça. Mais c'est ça. Et cette machine, moi, du coup, j'ai pas eu tout à fait le même process que toi, parce que moi, du coup, à 33 ans, vu qu'il était quand même assez énervé, mon cancer, je pense qu'il avait vraiment envie que je me réveille, tu vois. C'était certain. C'est hey, tu te réveilles là-dedans. Je me réveille. Moi, du coup, j'ai eu 2 opérations parce que la première, en fait, on a fait les premiers examens, etc. Et ce qui est assez drôle, c'est que la première ponction, elle n'est pas revenue. Tu vois, ils ne se sont pas trop prononcés, en fait. Donc, du coup, j'ai eu une première opération où là, quand il a ouvert, il a compris, tu vois. Mais en tous les cas, avant d'ouvrir, il ne savait pas encore si c'était déjà, tu vois, déjà cancéreux ou pas. Donc, j'ai eu une première opération où, du coup, il a fait comme il a pu. Hein, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que le fait d'ouvrir sans partir sur vraiment un cancer, ben, c'est-à-dire que s'il y avait des vaisseaux qui avaient été à ce moment-là coupés, etc., ben, c'était propagation. Donc, merci. Voilà. Et il a quand même bien fait son taf. Et ensuite, quand du coup le protocole cancer s'est mis en place, on a été obligé de me réopérer pour venir vraiment respecter le protocole, c'est-à-dire de venir gratter, etc. Donc du coup, je me suis retrouvée avec un sein vraiment petit parce qu'on est venu gratter 4 cm autour du truc, mais tu sais, en circonférence de partout. Ça, on en parlera aussi après hein, du physique, comment ça aussi ça joue, tout ça. Donc, il y a eu cette opération. Et ensuite, après, de toute façon, tu n'as pas le temps, quoi. Ça commence. Donc, tu enchaînes avec et moi, du coup, comme j'étais jeune et vu le cancer, en fait, ça a été chimio, 6 doses de chimio. Et là, c'est pareil, en fait. C'est tout d'un coup, tu es dans ta vie, dans ta réalité. Et là, c'est carrément un autre système, une autre réalité qui se met en place où du coup ta vie n'a pas beaucoup de place parce que déjà entre le fait aussi d'être fatigué, toi tu y es moins parce que tu peux pas en fait. Et ensuite il y a tout le côté médical qui prend tout quoi. Donc et quand tu te manges les chimios, etc. Si chimio c'est quand même une sacrée une sacrée expérience. Et en plus de ça, à venir aussi composer avec ce corps qui change parce que tout arrive tellement vite. En fait, c'est ça, c'est ton bourg de machine à laver, ok? On t'annonce un truc, ok, il y a la mort, de toute façon, faut y aller. Et là, il y a le truc qui part et dans tous les sens. Et
première chimio, 3 semaines après, tu as tes cheveux qui tombent. Mais moi, j'étais maman de 3 jeunes enfants. Donc, tu vois, pour moi, c'était important de... ils m'ont aidé aussi à avoir cette force. Hein, parce que pour moi, je voulais rester vivante. C'était impossible que je laisse 3 orphelins. Tu vois, c'était vraiment c'était impossible. Et du coup, ils ont aussi nourri ma force, mes 3 enfants. Mais ouais, c'est ça, c'est apprendre à être, à te dire que tu vas perdre tes cheveux, etc. Et les 3 premières chimios, bon, te fait perdre tous tes cheveux, ça c'est pour le côté un peu technique des traitements. Tu perds tout. Alors, presque c'est sympa, tu vois, tu gagnes une épilation presque définitive sur plusieurs mois. Bon, sauf que tu perds tes cheveux. Donc, le premier dosage, voilà, il t'emmène même physiquement, à être très fatigué, etc. Et après, moi, ils sont venus le coupler avec un autre dosage. Bah, alors, celui-ci, tu vois, j'en parle et en termes de souvenirs physique, même de ce que ça provoquait à l'intérieur émotionnellement, parce que ces produits-là, on est d'accord toutes les deux, et toi, tu as eu de une hormonothérapie, c'est que notre corps, il en prend dans tous les sens, mais en termes émotionnels, en termes de... ça vient nous ravager, en fait. Ça vient nous mettre une claque complète. Moi, je sais que sur le deuxième dosage, mais c'est comme si, en fait, on m'avait fait exploser une bombe nucléaire dans mon corps. Et comme si, en fait, je chantais mon corps. C'est compliqué même à mettre des mots. Et en plus de ça, j'avais comme une forme de colère, mais vraiment des choses exacerbées. Ton entourage, par moments, ils comprennent pas totalement. Pourtant, je me rappelle que le médecin avait dit que ça allait avoir des effets, sans compter perdre la mémoire. Tu sais, moi, je suis arrivée à une phase. Je commençais une phrase. J'avais pas fini la phrase, que je me souvenais plus ce que je voulais dire, tu comprends? Donc, en non, fin de mais c'est compte, clair. le corps est tellement fatigué que ouais, tu as même ce qui nous semble facile en temps normal, tu peux pas. Je me rappelle que je me levais et je m'endormais quasiment presque tout le temps sur le canapé. J'avais des moments où j'étais debout, puis je m'asseyais et puis pouf, je m'endormais. Mon corps a pris le contrôle, vraiment. Il a fait ce qu'il a voulu pendant des mois et des mois. Il a fait ce qu'il a pu, plutôt. Oui, il a fait ce qu'il a pu, oui. Il a fait ce qu'il a pu, mais c'est vraiment, tu n'as plus du tout d'emprise sur ça. C'est là aussi on se rend compte que tous nos gestes quotidiens, finalement, nous demandent une énergie folle. Ouais. Tu vois, des trucs les plus simples, même rester debout un peu, tu vois. Être debout, pouvoir parler comme ça, là, ça demande de l'énergie. C'est juste que quand quand on est en vie et qu'on n'est pas bousculé par tout ça, en fait, on s'en rend même pas compte. Mais ouais, c'est des sacrées étapes. Ah, moi, attends, il faut que j'ai terminé. Donc, chimio, chauve, les derniers traitements, en plus de t'en mettre plein la tête, en fait, lui, il vient te transformer vraiment physiquement. Tu sais, cette image qu'on a des gens qui ont le cancer et qui sont très gonflés, très pâles, très jaunes, eh ben, c'est aussi le traitement qui fait ça. Et ça, tu vois, c'est pour nous garder en vie. En fait, on vient nous détruire de l'intérieur et notre corps, forcément, il marque. Et ouais, moi, j'ai fini, pareil, j'avais pris, je sais pas, plus 10 ou 15 kilos parce que tu gonfles avec tous les traitements qu'on te donne. J'étais jaunâtre. Euh, J'avais parce qu'il restait quand même un peu de sourcils, etc. Après, même les cils, tout s'est barré. Et là, vraiment, tu fais en fait, tu es vivante. J'espère que tu vas rester en vie parce que tu es dans ce combat-là. Mais en fait, le reflet que tu as de toi, c'est un reflet de mort. Et ça, c'est assez compliqué aussi euh, à vivre. Alors après, voilà, tu te maquilles, etc. quand tu as le courage. Hein. En tous les cas, moi, je sais que ça a été le fait d'avoir quand même les enfants petits et d'avoir, tu vois, je me suis quand même, j'ai fait attention à ça et je pense que c'est venu quand même, moi, m'apporter
ça a été quelque chose de positif pour moi, de maintenir ça, quoi, tu vois. Moi, je sais que depuis tout le temps, depuis gamine, j'ai toujours eu un rapport à mon corps qui était assez conflictuel et j'avais du mal à m'accepter dans mon corps. J'ai jamais eu de problème de poids, j'étais plutôt fine, mais je me voyais, j'avais une perception de moi qui était fausse. Moi, je me rappelle, gamine, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Oh, t'es grosse comme un fil de fer ». Donc, tu vois, c'est pour te dire, comme j'étais pas grosse du tout, mais moi, j'avais juste entendu le mot grosse, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait une fixation sur ce qu'on m'a dit pendant des mois en me disant oh, on m'a traité de grosse. Non, t'as dit t'es grosse comme un fil de fer, quoi. Donc, regarde la taille d'un fil de fer, j'étais pas grosse, mais j'avais une mauvaise perception de moi. Et donc là, quand j'ai commencé à prendre du poids, donc j'ai quand même fait 25 kilos en 9 mois, sachant que j'ai fini par une hystérectomie. Donc, mes 2 grossesses que j'avais fait avant, j'avais pris 25 kilos aussi. Donc, j'ai fait le poids d'une grossesse, alors qu'on on m'a fait une hystérectomie. Et donc, du coup, j'ai eu vachement de mal à accepter cette prise de poids. Et à tel point que je ne voulais pas changer mes habits. Et donc, du coup, je restais dans des habits qui étaient trop petits pour moi. Et jusqu'au jour où je me suis dit, non, mais attends, là tu es en train de te faire du mal. Tu es en train de te faire du mal à ton corps, qui est lui-même en train de lutter par rapport à une maladie et qui est en train de donner son maximum pour que tu restes en vie. Et c'est quand j'ai eu cette prise de conscience que je me suis dit, en fin de compte, ça ne va pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de lutter contre le corps qui me protège. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu, moi, avoir un regard vraiment de gratitude pour mon corps. Parce que juste avant, je lui en voulais. Je lui en voulais, moi, de me faire vivre ça. Je lui en ai voulu parce que je dis, ça faisait déjà la 4e opération que je faisais depuis 2015. Et donc, du coup, physiquement, à chaque opération, tu mets quand même un certain temps à récupérer. D'abord le bras droit, le bras gauche, le col de l'utérus, maintenant ça. Et donc, du coup, en l'espace de 2 ans, être opéré 4 fois, je lui en voulais à ce corps de me faire vivre ça. Et je lui en voulais, en plus de me faire prendre du poids, je lui en voulais vraiment, quoi. Et c'est cette prise de conscience quand je me suis dit, mais attends, là, je continue à rentrer dans des pantalons trop petits pour moi, je continue à m'enfermer et à vouloir que mon corps ressemble à une image qui n'est pas l'image à laquelle il doit ressembler, en tout cas pas en ce moment. Et donc, quand j'ai accepté de lutter contre mon corps, j'ai vraiment développé de la gratitude et ça m'a fait un bien fou de reconnecter à dire merci. Merci à mon corps de m'aider à passer par cette épreuve-là. Merci à mon corps de faire tout ce qu'il fait, de supporter tous ces traitements, de reconstruire ce nerf sciatique qui était abîmé, qui faisait que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus m'asseoir. Donc, de reconstruire tout ça, merci. Et ce sentiment que j'ai reçu le jour où j'ai pris conscience que je me martyrisais moi-même et que je voulais au contraire aller dans la gratitude, ça m'a fait un bien fou. Alors ça, c'était après mon opération, mais c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'enlever une lutte que je rajoutais moi-même, et une souffrance par rapport à la souffrance liée à la maladie. Mais cette maladie, elle emmène sur plein de terrains, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, elle t'emmène effectivement à un moment donné à combattre pour rester en vie. Elle t'emmène aussi dans ce corps qu'il faut se réapproprier parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on... Ce qui change. Il change, c'est forcé. En plus, effectivement, il répond pas il ne fonctionne pas de la même façon qu'on avait eu l'habitude d'avoir avant d'être malade. Parce que là, c'est tout une nouvelle vie presque. Il faut, il faut apprendre à tu réponds plus aux critères. Tu réponds plus aux critères de beauté de la société. Tu vois, je veux dire, on t'opère, on t'enlève un sein. Moi, je ne pouvais plus donner naissance, donc il fallait que je fasse le deuil de pouvoir redonner la vie. Tu vois, en tant que femme, on m'a enlevé quand même une partie de ce qui fait une femme, de l'utérus. Ça fait partie quand même de ce qui différencie la femme de l'homme. Et voilà. Et donc, ton corps, tu prends du poids, comme tu le dis, physiquement, on devient bouffi, on change de couleur. Physiquement, on ne répond plus du tout aux critères de beauté qui sont les critères qui s'affichent dans la société. Et au-delà du critère qui s'affiche, c'est nous une réappropriation de ce corps-là. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, le reflet dans le miroir, c'est ça. Il faut qu'on apprenne à se regarder et à se dire, c'est mon corps, quoi. C'est mon corps. Maintenant, c'est ça pour l'instant. Alors après, il évolue encore avec le temps. En laissant du temps, le corps évolue. Mais là, pour l'instant, c'est mon corps.
et l'accueillir comme étant son corps. Arrêtez de le rejeter, arrêtez de le haïr et arrêtez je dis, moi, j'en ai voulu vraiment à ce corps de me faire vivre ça. Et pourtant, pendant des années, je me suis dit que j'allais avoir un cancer. Je savais au fond de moi que j'allais avoir un cancer parce que dans ma famille, quasiment toutes les familles passent. Donc, c'était pour moi quelque chose de normal d'avoir ce cancer. Mais pour autant, j'en ai voulu. J'en ai voulu dire, mais pourquoi tu m'as fait vivre ça, quoi. Mais moi, j'ai envie de rebondir sur cette histoire d'en vouloir parce que c'est quelque chose qu'on peut avoir quand on est comme ça pris dans l'engrenage de la maladie. C'est s'en vouloir déjà d'une. Ouais. Et la question qui peut arriver très vite, C'est pourquoi moi. C'est pourquoi moi. Exactement. Et je pense que toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger sur ce sujet-là, c'est quand même une question. Après, il y a tout le monde qui. Moi, je vais te donner après mon point de vue et tu nous donneras le tien. On peut très vite le transmuter ou le sublimer, comme tu dis, ou rester dedans. Rester dans une position de victime. Ou rester dans une position de victime. Le pourquoi moi, à un moment donné, c'est sûr que cette machine, elle est tellement. Elle prend tellement de place. Ta vie, elle est. Voilà, il y a tout qui bouge, etc. Moi, quand même, cette maladie a transformé ma réalité au complet. C'est-à-dire que ma vie avant cancer et ma vie post-cancer, il n'y avait plus rien qui restait à la même place. Aussi bien à tous les niveaux, quoi, tu vois, familial, professionnel, rien n'est resté à la même place. Aujourd'hui, je vois le chemin, j'ai de la gratitude pour tout ce process. Mais quand tu es dedans et qu'en plus tu, euh, tu dois mettre de l'énergie, te concentrer pour rester vivante, etc. Et le pourquoi moi, c'est sûr qu'il arrive à un moment ou à un autre. Alors moi, je vais te parler de moi, de mon expérience, c'est que ce pourquoi moi, euh, je me suis posé la question, mais tout à l'heure, toi, tu parlais aussi de ton histoire familiale où tu as quand même tout autour de toi, voilà, ta mère, etc., des gens très proches qui l'ont eu. Moi aussi, en fait. Alors, ma maman ne l'a pas eu. Mais par contre, tu vois, dans la lignée, grand-mère, la sœur de ma mère, donc tu vois, vraiment aînée, Pareil, ma cousine. Donc, en fait, les lignées étaient vraiment et en fait, une fois en discutant comme ça à l'annonce du cancer de ma cousine, donc 2 ans avant, en parlant avec mes sœurs, tu vois, dans la discussion, en fait, je verbalise, d'où le pouvoir des mots. Aujourd'hui, je sais très bien de quoi ce que ça veut dire, cette notion de pouvoir des mots, parce que on en parlera après, mais tout ce process nous a emmené aussi à être différentes et à accompagner aussi aujourd'hui les gens. Donc, je verbalise que si toutefois une de nous, donc moi on est 3 filles, 3 sœurs, je suis l'aînée et donc ma mère. Tu vois, donc dans notre cellule à nous familiale de femmes, là, il n'y avait pas eu de maladie jusque-là. Et ma cousine, en venant, elle, annoncer son cancer, en fait, elle venait dire que notre génération, à moi et mes sœurs, euh, pouvait être aussi impactée. Et donc là, moi, je dis, ben, si une de nous doit l'avoir, incluant ma mère, tu vois, dans ma réflexion, ben, je pense que je préfère que ce soit moi parce que je pense que j'ai les capacités pour le surpasser. Texto. Donc, là, il y a, tu vois, certains de nos amis diraient que ta volonté soit faite. Donc, voilà. Donc, d'une certaine manière, tu vois ce que je veux dire, je veux pas. Bon, après, on en reparlera aussi si on a le temps. C'est que, effectivement, le pouvoir des mots a vraiment son sens. Mais en fait, tu vois, c'est presque comme si moi aussi, cette ligne 2, cette phrase avait été plantée à l'intérieur de moi. Et le pourquoi moi, du coup, il n'est pas venu tant que ça m'ébranlait parce que je pense qu'en plus, quand je l'ai dit, c'était vraiment avec cette force, parce que je l'ai quand même associé au fait, tout de suite, cette phrase, que moi, j'avais la capacité de le surpasser et que j'étais capable de le vivre.
tu vois, et de rester vivante, hein, sous-entendu, présupposé là-dessous, c'était ça. Et donc, en vrai, le pourquoi moi, il n'est pas venu, moi, me chambouler. Du coup, ça ne m'a pas emmené une position de victime. Oui, ouais. En même temps, vu la machinerie que j'ai eue, parce que opération, chimio, et moi, j'ai eu de la tomothérapie, tu vois, donc en plus, c'est des rayons, mais encore plus précis. Ah, attends, je vais raconter la tomothérapie. Tomothérapie parce que ma tumeur était à ça de mon cœur et qu'en fait, quand ils ont fait les calculs pour venir faire les rayons, en fait, si on faisait les rayons classiques, en fait, on est mettre des rayons, tu vois, endommager mon cœur. Et quand même, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'on est là pour vous guérir et pas pour venir provoquer d'autres problèmes. Et et comme c'est ce qu'on disait, hein, la chance aussi de vivre en France et d'avoir tout ce système en place. En fait, moi, étant suivie à Curie, ils avaient une machine que tu ne trouves pas partout, mais en tous les cas, qui permettait de faire des rayons beaucoup plus précis. Par contre, adaptation, on parle de corps et de tout ce qu'on subit. Là, pour rentrer dans la machine, c'est une sorte de donut géant, tu vois, qui vient, dans lequel tu rentres un scanner que je faisais tous les jours quand même. Je crois que j'ai dû faire 25 séances ou 30, je ne me souviens plus exactement. Et sauf que là, il ne faut pas que tu bouges d'1 millimètre. C'est-à-dire que le rayon, il est précis. Mais pour ça, il faut vraiment que pendant la demi-heure où tu rentres dans la machine, il ne faut pas que tu bouges, ouais, c'est ça, d'1 millimètre. Donc pour ça, on a moulé mon corps. On m'a créé une sorte de scaphandre, tu vois, vraiment moulé, mais pas dans une position agréable où tu vas quand même être en mode méditation pendant une demi-heure. Non, il fallait vraiment, tu sais, trouver la position qui te permette de venir dans l'axe, tuer les dernières cellules possibles. Et donc, en fait, je me suis retrouvée dans une position des bras, je sais pas quoi, la tête en arrière, le truc. Tu te dis, là, les premières 5 minutes, tu te rentres dans la machine comme ça, là, en scaphandre. Tu te dis, mais je vais jamais, en fait, c'est impossible. Impossible. Je vais pas y arriver, en fait. Comment je vais faire pour tenir? Et ça, c'est aussi la magie de notre corps, c'est cette formidable possibilité d'adaptation et moi, j'ai envie de dire même de lâcher prise, parce qu'en fait, la première séance, c'était l'horreur, en fait. En plus, à un moment donné, je crois que j'ai dû avoir envie de tousser, d'éternuer. Je ne pouvais pas bouger, quoi. Pas bouger. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et ce qui est drôle, c'est que on va dire, quelques séances plus tard, en fait, l'infirmière venait et appuyait sur le bouton, je rentrais dans ce scanner, dans cette IRM, toujours dans une position impossible. Et en fait, je partais. Aujourd'hui, je sais que je partais en transe, en méditation, etc. À l'époque, j'avais moins d'outils qu'aujourd'hui. Et en fait, je revenais à un état plus conscient au moment où, en fait, je l'entendais appuyer sur le bouton et je sortais de la machine. Et ça, c'est juste pour dire que, tu vois, ce corps à un moment donné, qu'on n'a pas su reconnaître comme étant le nôtre ou sur lequel on a pu même avoir, comme tu dis, j'en ai voulu à ce corps. Bah, ce corps, en fait, c'est quand même une sacrée belle machine qui nous permet quand même de s'adapter et de venir transcender tout ça, quoi. Ouais, en fin de compte, c'est une machine formidable. Et c'est pour ça que je te dis, quand j'ai arrêté de lui en vouloir et que j'ai juste été reconnaissante, j'ai pu reconnecter à cette force de vie, parce qu'on a tous cette force de vie en nous. On l'a vraiment tous. Et cette force de vie, c'est ce qui nous permet, justement, comme tu viens de le dire, de nous adapter, de passer par des choses qu'on se dit, mais on ne peut pas passer par ça, quoi. Et en fin de compte, tu t'adaptes. Après mon opération, comme tu disais, le chirurgien, il nettoie partout, il gratte partout pour enlever toutes les cellules, surtout que moi, j'avais eu des pertes de sang, donc du coup, il fallait vraiment gratter partout. Et donc, du coup, il a gratté au niveau du nerf sciatique. Le nerf sciatique a été endommagé. Je ne pouvais plus tenir assise. Je n'étais plus capable de tenir assise. Et là, ce qui t'amène, c'est que tu te mets à dire, bon, OK, là, actuellement, je ne peux plus tenir assise. Qu'est-ce que je fais? Je suis bien obligée de m'asseoir de temps en temps, quoi. Je suis bien obligée. Tu vois, tu commences à rentrer dans de la créativité, dans de l'imagination. Tu t'ouvres à un autre champ des possibles. Et là, je me suis rendu compte qu'en achetant, tu sais, les bouées pour les enfants à la mer,
Mm. Et bah, les bouées pour les enfants à la mer, ça me mettait dans une posture où je pouvais être assise sans être en appui sur mon nerf sciatique. Et donc, du coup, je travaillais partout ma bouée. Dès que j'allais quelque part, j'avais ma bouée avec moi. Je mettais ma bouée dans la voiture, je mettais la bouée sur mes sièges, je mettais la bouée partout. Mais au moins, je pouvais m'asseoir quelque part et je pouvais avoir, voilà, c'est s'adapter aussi. Et ça c'est à partir du moment où tu arrêtes d'être en lutte, quoi. À partir du moment où je me suis dit, ok, je lutte plus contre ce corps. Là, mon corps, là, actuellement, il ne peut plus s'asseoir parce qu'il a besoin de se reconstruire, il a besoin de reconstruire son air. OK, soit je peux continuer à être vraiment en lutte contre lui en disant ouais, c'est pas normal, pourquoi j'ai pas de nerfs, pourquoi je peux plus faire ci, ou alors je me dis OK, actuellement c'est ce qui m'arrive, je peux plus m'asseoir, qu'est-ce que je peux faire? Et là, est-ce que ces expériences-là, tu vois, est-ce que du coup, ça te donnait envie de rire de toi ou pas? mais oui, mais complètement. Oui, c'est Mais ça. c'est Parce qu'à un ça, moment c'est donné, pour ça. on est tellement détaché qu'on rit même de nous, de nos Mais complètement, mais situations. je te dis, moi, je me baladais tout le temps avec ma bouée, quoi. On était en plein hiver, je me suis fait opérer au mois de mars. Donc t'imagines, en plein mars, dans la région parisienne, j'étais avec ma bouée sous le bras parce que je ne pouvais pas faire autrement que d'avoir une bouée avec moi. Et donc, du coup, et en plus, la position debout me faisait mal, donc il fallait que je me repose, il fallait que je m'assoie. Mais oui, et c'est là que tu te dis, ce corps est merveilleux, il t'amène une force pour t'adapter, voilà, comme tu disais, là, tu partais en transe, tu prenais des positions qui n'étaient pas possibles pour pouvoir avoir le traitement qui était adapté pour toi, mais il te permettait de vivre ça, il te permettait de t'adapter à tout cet environnement qui pouvait être difficile. Mais voilà, et ça c'est possible à partir du moment où Je sais pas tu si tu vois le reconnectes. message, il y a Non, Isabelle, elle a mis une bouée, quel symbole. Ouais, une bouée. ouais. Ouais. Moi, Oui, oui. alors, j'ai pas eu besoin d'avoir, si, j'avais une perruque, Oui, bah oui. Bah oui. des choses comme ça. Mais moi, en termes de symbole, en fait, pendant longtemps, parce que en termes émotionnels, moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'on va aussi l'aborder, on l'aborde là tout de suite, c'est au-delà de toute la machinerie et du physique, etc. Après, il y a tout ce qui est là, quoi, l'émotionnel, etc. Et moi, cette période-là a tellement fait tout éclater, elle a éclaté ma réalité. Mm. C'est-à-dire que ma réalité, moi, quand même, suite à ce passage-là, alors, je ne vais pas mettre ça sur le compte exact du cancer, parce que, voilà, mais pendant longtemps, j'y ai cru que c'était ça Mm. qui avait été le facteur de mon changement de vie, etc. Mais en fait, j'ai perdu tous mes repères, mari, enfant, c'est-à-dire qu'après, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans mari. Euh, les enfants et les choix les choix qu'on avait fait avec le papa de mes enfants pour que je reste, tu vois, à m'occuper des enfants, etc. Il a fallu tout revenir, revisiter, reconstruire, etc. Moi qui étais du coup une sorte de desperate housewife, tu sais, la femme du chef d'entreprise qui gère ses trois enfants, etc. Bah, je me suis retrouvée du jour au lendemain, pareil, avec mes enfants en garde alternée, donc sans mes enfants. Ça, en fait, tout a tellement bougé qu'il a fallu vraiment venir, moi, en tous les cas, le gros travail, il était plus après au niveau ouais, émotionnel, Mm. tu vois, esprit, etc., de comprendre ce qui s'est passé, quoi, tu vois. Oui. Un jour, tu es comme ça, tu es dans une vie bien organisée, etc. Mm. Et tu te réveilles un matin, ok, on t'annonce que tu as le mot cancer, avec toute la Mm. machinerie qui va avec. Et quand tu commences à être moins dans on va dire, dans une survie. Mm. Moi, là, il y a eu après toute une. Je suis rentrée en phase survie, mais là, c'était plus parce que je perdais tous mes repères. Ouais. Tous mes repères se Ouais. sont envolés. Et moi, tu vois, on parle, c'est juste pour revenir au symbole, c'est que moi, pendant un moment, en fait, j'ai eu la sensation de respirer à travers une paille. Mm. C'est-à-dire que tellement tout avait bougé que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer Mm. et que, tu vois, c'était comme si j'arrivais juste à prendre un petit filet d'air et j'ai fait des pas comme ça, tu vois, Mm. sans savoir quel était mon lendemain, quel était...
Et voilà, donc on a chacune un peu nos symboles bouées. Et moi, cette paille qui m'a permis de respirer, tu sais, vraiment des petits filets d'air. Cette paille m'a permis aussi, du coup, de commencer à être dans le lâcher-prise, commencer à être, du coup, dans toute une autre réflexion de qui je voulais être vraiment. En même temps, cette expérience, elle nous a emmené aussi elle nous a permis aussi de nous mettre face à la mort et de dire qu'est-ce qu'on choisit à ce moment-là, parce que on est OK que si on n'avait pas eu cette force de vie, on va y revenir, à un moment donné, on serait morte. Ouais, je pense que cette expérience-là, au final, avec le recul, elle te met face à la mort, mais moi, personnellement, elle m'a mis face à la vie, face à ma vie. Et c'est vraiment ça que je retiens de cette expérience-là, et ça rejoint tout à fait ce que tu dis, c'est que le cancer, ça te chamboule dans ton quotidien, mais ça te chamboule dans qui tu es, vraiment. Dans qui tu es, dans ce que tu fais, dans tes relations aux autres, dans tes relations avec toi-même, ça te chamboule entièrement dans ton identité. Et donc, c'est pour ça que moi, le cancer, ça m'a mis face à ma vie. Parce que du coup, c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment reconnue, que je me suis vraiment acceptée, que j'ai vraiment avancé dans ma vie. Et ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi et à ma vie. Et c'est pour ça que quand tu es dans la machine, tu es face à la mort. C'est le premier mot qui t'arrive quand on te dit cancer. C'est évident, c'est le premier mot, c'est tu dis, OK, je vais mourir, il me reste combien de temps? C'est vraiment ça, c'est la question, c'est j'en ai pour combien de temps, quoi. Et après, en fin de compte, plus tu sors de ce traitement et de cette machinerie, et plus, en fin de compte, tu te rends compte que ça te remet face à ta vie, ça te remet dans la reconnaissance de ta vie. Et tu sors, en fin de compte, d'un mode pilotage automatique où, en fin de compte, tu n'as pas le sentiment d'être dans une machine, mais tu es quand même dans une machine inconsciemment. Tu avances en pilotage automatique, et là, ça te remet les commandes. Et là, cette maladie, moi, ça m'a permis de me dire, OK, maintenant, qui je suis, qui je veux être, comment je veux me comporter, quelles sont les relations que je veux avoir aux autres, vraiment qui je suis et qui je veux être. Parce que on ne se pose pas cette question-là, qui je veux être. On est nos conditionnements, on est ce qu'on nous a appris, mais on ne se pose pas cette question-là. Et là, cette maladie-là, ça m'a reconnecté à ça m'a reconnecté à ma vie. Ouais. C'est pour ça qu'on a commencé en disant qu'on était vivante, et je crois que c'est vraiment avec la puissance du mot vivante. Quand on dit qu'on est vivante, c'est-à-dire que oui, on est vivante et que ça nous reconnecte avec qui vraiment on est. Et c'est clair que euh, toi comme moi, la gratitude pour la vie, pour les gens, pour tout en fait, C'est une c'est quelque valeur. chose qui... Ouais, c'est nos valeurs, quoi. C'est moi, Parce qu'en même temps, comment ça peut être autrement en fait, tu c'est vois, ça. quand Ouais, c'est... la gratitude, c'est une de mes valeurs phares, quoi. Je le vis au jour le jour. Et moi, je sais que tous les matins, je me réveille, je mets ma main sur le cœur, quoi. C'est mon premier geste, c'est de mettre ma main sur le cœur pour le sentir battre et juste me reconnecter à ce sentiment d'être en vie, de me réveiller, de sentir le soleil, voilà, le sentiment de vie, de cette force de vie. Et en plus, en mettant ma main sur le cœur, je me reconnecte à cette force de vie, quoi. Ce cœur qui bat pour moi à chaque instant, sans que je lui demande quoi que ce soit, il est là, il bat. Et c'est vrai, c'est ça aussi cette force de vie, et c'est ça aussi qui a permis aussi de passer parmi cette épreuve-là. C'est parce qu'au fond de nous, on a cette force-là, on a cette lumière-là en nous qui nous fait avancer un pas après l'autre. On sait qu'au bout du tunnel, eh ben, il y a la lumière, quoi. Et cette lumière-là, elle est même d'ailleurs tout le temps en nous, elle est en nous, c'est juste qu'il faut réussir à se reconnecter à elle. Bah, là, de fait, nous, c'est-à-dire que la vie nous a mis face à ça. C'est À un ça, moment donné, exactement. on emploie le mot force de vie, mais j'ai même envie, moi, d'employer le mot avoir la foi. C'est la Parce foi, oui, que, bien sûr, c'est la foi, la vie. le pas suivant, en fait, on ne connaît pas. Tu te rappelles, je t'avais donné l'image, et je vais la redonner là, l'image de comment, pour vraiment symboliser c'est quoi la foi pour moi. Cette image du film Indiana Jones, je ne sais plus lequel, hein, je ne suis pas très douée en titre, en titre, mais en tous les cas, il y a un moment donné, Indiana Jones, il est dans un temple, hein, je crois, tu sais, dans les souterrains, en tous les cas. Et en fait, il est poursuivi par, je crois, des méchants, etc. De toute façon, il ne peut pas revenir en arrière.
Et en fait, il passe une sorte de tunnel comme ça. Et arrivé au bout, c'est le vide. De l'autre côté de ce vide, il y a une autre porte, en fait, dans la roche. Et en bas, c'est du magma. Si je ne me trompe pas, peut-être que mon inconscient a réimaginé des choses, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai en tête. Si ce n'est pas ça, excusez-moi par avance, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai retenu, moi, cette image. Et donc, de toute façon, il n'a pas le choix, il ne peut pas retourner en arrière, sinon il est mort. Et en même temps, comment il fait pour faire parce que le truc, il est quand même assez loin, quoi, tu vois. Je sais pas, il doit être à 20 mètres. Ouais, c'est un gouffre. Merci Isabelle qui est en dessous de lui. Et en fait, à un moment donné, en fait, juste, en fait, il ferme les yeux et tu sais, il met son pied dans le vide. Et là, il y a une marche qui apparaît, il y a une passerelle qui apparaît et toutes les autres apparaissent. Bah, pour moi, la foi, c'est exactement ce passage-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est faire ce pas dans le vide, dans cet inconnu qu'on ne connaît pas, tu vois, parce que voilà, on n'a pas encore, je pense, toutes les connaissances sur tout, mais en tout cas, même si on essaye de s'ouvrir. Mais en tout cas, c'est ça pour moi la foi, c'est croire en plus grand, et, ou en tout cas en cette force, et de faire ce premier pas dans le vide. Alors que, tu vois, avec vraiment le ne pas savoir, donc aller au-delà de la peur, et tout d'un coup être soutenu. De faire à chaque fois un pas dans un inconnu et être soutenu. Pour moi, c'est ça la foi. Oui, complètement. Et Ah, merci Isabelle. Elle dit c'est à la recherche de l'arche d'alliance, je crois. Écoute, on va revoir le passage. J'espère que je ne l'ai pas trop réinventé, mais en tous les cas, c'est ça. L'image est là, en tout cas. L'image est là. Mais tu vois, moi, dans mon quotidien, quand j'étais dans la maladie, en fin de compte, et je n'avais pas forcément cheminé à l'époque comme j'ai pu le faire depuis. Et donc, je n'avais pas cette notion de foi. Je n'avais pas cette notion d'être soutenue forcément par quelque chose de plus grand. Oui, mais cette fois, elle est... je t'ai coupé, excuse-moi, mais elle est au-delà de tous ces préceptes religieux, en fait. Oui, mais tout à fait. Et je pense que, comme je voulais juste qu'on le précise, parce que toi et moi, je sais qu'on a la même. Oui, complètement. C'est au-delà oui, de. C'est pas une notion de religion derrière. Mais, ouais, c'est vraiment. Mais tu vois, j'avais pas forcément cette foi d'être soutenue, de voir apparaître la passerelle. C'était pas du tout ça. Et donc, par contre, j'avais je m'étais reconnectée à cette foi en moi, à cette force de vie en moi. Comme tu l'as dit, toi, au tout début, quand tu as dit, bah, si quelqu'un de nous doit avoir le cancer, autant que ça soit moi, parce que je sais que je peux le passer. Et ben, c'était ça, cette force-là, je l'avais en moi. Je savais que je pouvais passer ça. Je savais qu'à l'intérieur de moi, je pouvais avancer, je pouvais aller vers la lumière. Je le savais parce que la lumière, je l'ai toujours su, elle est en moi. Et quelque part, j'ai toujours rejoint cette lumière-là et elle m'aide à avancer un pas après l'autre. Par contre, donc, c'était vraiment par la force de vie que j'ai avancé dans la maladie. Maintenant, avec le recul, je me reconnecte à cette foi parce qu'il y a eu aussi ce cheminement, mais je peux me reconnecter à cette foi parce que je sais que maintenant, quand je regarde ce que cette maladie m'a fait vivre et tout ce que j'ai pu vivre en termes d'épreuves, c'était pour mon bien, quelque part. Maintenant, avec le recul, je sais que c'était pour mon bien, c'était pour grandir, c'était pour m'offrir le cadeau de la vie. Et ça, j'ai quand même juste envie de venir quand même mettre un tout petit peu, et tu reprendras, c'est que on sait qu'il y a des gens qui sont en train de vivre des choses hyper compliquées. Et que, effectivement, à ce moment-là, quand tu es dans cette machine, même si, effectivement, comme toi, tu dis, on a l'espoir, etc., le fait de comprendre tu vois, je vais remettre le pourquoi on a vécu cette épreuve. En fait, il faut du temps quand même. Il faut du temps. Il faut du travail un peu sur soi pour venir vraiment prendre toute la notion de tout ça. Moi, je suis exactement dans la même gratitude par rapport à cette expérience. Mais c'est sûr que, et c'est pour ça que je préfère quand même qu'on s'arrête 2 minutes, quand tu es en train de le vivre, ça peut être compliqué, peut-être même pour certains, d'entendre ce qu'on est en train de dire. Mais en tous les cas, nous, c'était vraiment ça qu'on voulait dire, cet espoir. C'est ça. Effectivement, il y a étape par étape,
Et il y a des moments où, en fait, l'étape, c'est le pas d'après et de Mm. vraiment concentrer son C'est énergie ça, pour rester c'est en ça, vie. Et ça demande juste d'être en vie avec ce corps qui est en train de c'est lutter. ça. C'est déjà énorme. C'est juste Par la contre, chose à faire. c'est que nous, on a déjà un peu de distance par rapport à ça et qu'aujourd'hui, on peut être dans cette Ouais, gratitude et comprendre pourquoi c'est c'est ça. arrivé. C'est pour ça que je te disais, moi, dans l'épreuve, c'était pas la foi du tout qui m'animait. Dans l'épreuve, c'était la force de Ouais. la vie qui était en moi. Cette force de vie que mon corps avait et qu'il avait pour moi même. C'était, voilà, il me faisait avancer un pas après l'autre, une journée après l'autre, un traitement après l'autre. C'était vraiment cette reconnexion à la force. Par contre, maintenant, en 2021, avec le recul sur ces 4 années qui sont passées, je reconnecte à la foi par rapport à ce qui s'est passé. Mais à cette époque-là, non, il n'y avait pas de foi, il y avait juste une force de vie qui me faisait avancer un jour après l'autre. Et Et, mais comment toi, maintenant, avec le recul, oui. comment aujourd'hui, avec tes mots et bien sûr avec déjà ce recul par rapport à cette expérience de machine là, on va l'appeler comme ça, je trouve ça bien. Euh, En tout cas, c'est comme le ressenti de toutes les deux. ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi aux gens qui sont peut-être à cette étape-là? Comment ils font pour reconnecter à cette force de vie? Est-ce que toi, tu te souviens de certaines choses? C'est quoi qui t'a, qui t'a animé à ce moment-là? Moi, ce qui m'a permis de me reconnecter à cette force de vie, c'est de revenir à moi. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, on est dans une machine et où on perd totalement le contrôle. On perd le contrôle sur ce qu'on vit. Moi, ce qui m'a permis de me reconnecter, c'est de me dire, moi, comment je veux vivre ça. C'est vraiment de revenir à moi, moi, comment je veux vivre ce que je suis en train de vivre. Tu vois, récemment, j'ai dû faire une coloscopie. Et donc, il y a eu le traitement en amont de la coloscopie qui n'est pas hyper agréable, où tu dois vider les intestins. Et, et donc, ça te fait une soirée assez particulière, on va dire. Et là, je me suis dit, et tout le monde m'a dit, tu vas voir, c'est horrible, c'est affreux, c'est pas agréable. Et là, je me suis dit, bah, comment je veux vivre ça? Comment moi, j'ai envie de passer ce moment-là? Et voilà. Et donc, du coup, j'ai choisi de le vivre avec le plus de légèreté possible. Je ne vais pas dire que je me suis amusée toute cette nuit-là, c'est pas vrai, mais j'ai vécu avec de la légèreté. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, OK, bah, je vais prendre un livre, je vais lire, je vais me mettre des séries que j'ai envie de regarder. Je vais reprendre un peu de contrôle pour choisir comment je veux vivre l'expérience. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a aidée et qui m'aide encore maintenant au jour le jour. Quand je vis une épreuve, je choisis comment je veux vivre cette épreuve-là. Je reprends le contrôle, en tout cas la maîtrise de mes pensées et de mon monde intérieur. C'est ça, moi, qui m'a aidée à cette époque-là et c'est ce qui m'aide encore maintenant au jour le jour. C'est de toujours me dire, OK, ça m'arrive. Maintenant, moi, comment je choisis de vivre cet instant-là? Tu vois, moi, j'ai envie de... Là, quand tu dis ça, c'est presque... Je vais mettre, moi, le mot dissocier, dans le sens où, à ce moment-là, au moment où tu es dans la machine, là, tu vois, Mmh. où tu n'as Mmh. vraiment pas beaucoup de contrôle, tu n'as pas de contrôle. T'as pas de contrôle, En non? fait, il y a un moment donné, moi, en tout cas, je vais t'expliquer avec ce mot de dissocier, c'est-à-dire que j'ai laissé le corps médical et ce côté très médical Mmh. sur lequel, de toute façon, bah, j'étais dans la machine, tu es obligé d'y aller. De Un toute façon, protocole à suivre de toute manière, un donc tu suis le protocole et protocole. même presque, ouais, on a un pantin, une partie de nous est pantin, c'est-à-dire Mmh. qu'on Mmh. doit être là, telle heure, bidule, machin, C'est ok, ça. ok, faites. En parlant de même ça, tu vois, moi je sais que pendant très longtemps, toute ma zone là de corps comme ça, presque tellement tout le monde l'avait vu, Mmh. je m'entends, hein, mais Mmh. tellement c'était que il a fallu que je me réapproprie cette Mmh. zone-là de mon corps parce que c'était presque, je l'avais dissocié. Mmh. Et je reviens encore à ce mot dissocié, c'est-à-dire qu'il y avait tout ça. Et moi, à un moment donné, ok, il y a ça, je n'ai pas le contrôle. De toute façon, je fais comme je peux, je suis le mouvement en fait. Mmh. Par contre, moi, il y a eu une forme de dissociation dans le sens où je veux rester en vie. Mmh. Et là, effectivement, intérieurement, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre qui me permettait d'aller de l'avant. Alors, c'était C'est la ça. foi parce que, bon, moi, je suis, tu vois, à la base, catho, tu vois, donc, tu vois, en plus, je suis portugaise.
Donc, on a une connexion, tu vois, les Portugais ils aiment bien la Vierge, etc. Donc, moi, à ce moment-là, tu te raccroches où tu peux. Et c'est clair que mes bases de catholique, en fait, m'ont ramené à prier aussi Marie. Et en fait, tu te raccroches où tu peux. Mais c'est clair qu'il y avait cette partie-là, tu vois, où de toute façon, je n'avais pas le contrôle. Et moi, dans cette partie qui voulait rester vivante, en fait, je suis venue m'accrocher à la fois du tout, à la fois à la fois de rester en vie, quoi. Pas que, tu vois, tout ce qui pouvait, les enfants ont été un élément C'est ça. moteur, tu vois, etc. Donc vraiment aller chercher tout ce qui nous anime en fait. C'est ça. Et Et tout ce qui nous donne le goût de rester ouais. vivante. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que je te disais, moi, les questions que je me disais, c'est voilà, comment moi, qui je veux être, comment je veux vivre ça. Et donc, du coup, ça me permettait vraiment de me raccrocher, tout comme toi. Moi, ce n'était pas forcément une foi religieuse, mais par contre, je me raccrochais à tous les petits plaisirs de la vie, tous les petits trucs de la vie. Moi, la foi religieuse, elle était là, mais c'était pas que ça. Vraiment, je pense que moi, le plus gros, c'était mes enfants. Vraiment, Voilà, c'était voilà. de pas laisser mes trois enfants orphelins, quoi. C'est Ça a été ça, vraiment. c'est tes enfants. Et vraiment, du coup, c'est reprendre un contrôle. Tu perds de contrôle, mais en fin de compte, c'est cette reprise de contrôle quand même. C'est de la reprise de contrôle de ton identité. Le cancer, en fin de compte, le cancer, ça devient presque qui tu es. Tu vois, j'ai un cancer, quoi. Voilà, je suis le cancer. En fin de compte, c'est presque ça. Bonjour Barbara, j'ai un cancer, quoi. Voilà. Mais je sais pas pour toi, attends, je fais juste encore une petite parenthèse, parce que en fait, toi comme moi, des anecdotes sur notre parcours de cancer, on en a plein qui sont à mourir de rire. En fait, les gens sont désarçonnés quand tu leur annonces que tu as un cancer. C'est ça, Et ouais. moi, tu vois, euh, à l'annonce de mon cancer, tu vois, je t'ai dit le pourquoi il est venu m'ébranler, mais tout de suite, en fait, la vie a quand même été là. Et avant que la machine prenne vraiment toute sa place, parce que quand même, on te l'annonce, mais avant vraiment que tout se mette en place, disons que tu as un petit délai, mais les gens, comme c'est quelque chose qui est là, donc tu t'annonces aux gens. En même temps, tu n'as pas trop d'autre choix. À un moment donné, ça va se savoir et ça va se voir, quoi, C'est ça. que tu as un cancer. Et je me rappelle d'une fois, quand je te disais que j'avais été un peu dans le prototype de la Desperate Housewives. Donc, tu vois, j'étais la maman de trois jeunes enfants. Et Paul, mon dernier, était blond comme les blés, yeux bleus, tu vois. Franchement, j'avais récupéré ma taille, ma taille avant grossesse. Donc, tu vois, j'étais bien. J'étais en jean, talon, tu sais, la Desperate, quoi, tu vois, bien, etc. Et j'arrive devant l'école et je sais plus quelle maman à l'époque me dit alors. Et là, tu vois, moi, j'avais eu quand même le temps de prendre le truc et je m'étais mis déjà en énergie de je vais rester vivante. Tu vois, à l'intérieur de moi, c'était ça, ça vibrait super fort. Et j'ai Paul comme ça que je tiens sur le côté. Je te dis, c'est vraiment, ouais, j'étais peut-être, tu vois, coiffée, maquillée, etc. Et elle me dit alors, et là, je lui dis, j'ai un cancer. Et en fait, tu désarçonnes les gens. C'est-à-dire que moi, là, je suis le prototype de la fille en vie, tu vois, le truc. Et là, je lui dis, je, je vais mourir. Ouais, c'est ça. Les gens ne savent plus quoi dire. Ouais, Et ils non, sont bah non. vraiment. Alors, bien sûr qu'il faut vivre tout le processus, mais en vrai, tu sais, je regrette trop de ne pas avoir annoté tous les retours, tous les trucs, parce que presque on pourrait en faire un spectacle. Barbara, je sais pas pour toi, Ça aussi, c'est mais parce pareil. qu'en même temps, les gens, ils sont tellement pas préparés et on est tellement, tu vois, c'est ça aussi, hein, tous les conditionnements et tout ce qui est associé à ce mot-là. C'est qu'en vrai, tout de suite, on te voit sous terre, quoi. Ça annonce que c'est un cancer, ça y est, C'est c'est ça. sous En terre. fin de compte, le cancer, ça devient toi, quoi. Ah, Tu c'est perds ça. ton identité, t'es C'est ça. le cancer. Et en fin de compte, moi, ce qui m'a vraiment permis de passer à travers l'épreuve, à travers cette maladie-là, c'est de reprendre mon identité. C'est que je suis redevenue Barbara. Et donc, je suis rentrée dans la machine, je veux dire, j'avais les traitements, j'avais les rendez-vous, je suivais tout ça, mais en même temps, j'ai repris mon identité. Je suis redevenue Barbara dans la maladie. J'étais plus la maladie, j'étais moi.
et la maladie, c'était quelque chose qui était à côté de moi, tu vois, c'était pas moi. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de reconnecter aussi à cette force de vie parce que je suis revenue moi, Barbara, et donc c'est ça qui m'a permis d'avancer un pas à la fois et de reconnecter à tous ces moments de plaisir. Parce que quand tu es le cancer, tu n'as pas de plaisir, forcément, tu es la mort. Donc, du coup, c'est Ouais. de revenir moi, mon identité. Le fait que tu Reconnecter. prennes, le fait que tu continues à être vivante et même à rigoler, avant que la machine t'embarque dans une période un peu plus compliquée. Mais en fait, les gens, ils sont presque gênés d'être à côté de toi et de vivre ça avec toi. Mais pourtant, on est bien vivante. C'est ça. On est bien vivante. C'est parce que c'est le mot que tu as dit, dissocier, c'est ça. C'est en fin de compte, c'est apprendre à dissocier le cancer de qui on est. Et c'est ça quand moi je te disais, moi, avec mes mots, j'ai choisi intentionnellement comment je voulais vivre les choses. C'est-à-dire que je reprenais le pouvoir, je me remettais moi au centre de ma vie. Et j'ai dit, toi, le cancer, ok, tu es là, mais tu n'es pas moi. Donc, je me suis remise moi au centre de ma vie. Et donc, du coup, en me remettant moi au centre de la vie, j'ai reconnecté avec forcément la vie, parce que je suis la vie. Le cancer, c'est la mort, mais moi, je suis la vie. Donc, du coup, j'ai reconnecté avec cette lumière, avec cette force de vie, et cette force qui m'a permis de passer un jour après l'autre. Et oui, quand tu es en plein cœur des traitements et que tu te lèves et que tu n'as pas d'autre moyen que de te recoucher parce que tu es trop fatigué et tout ça, tu le fais. Tu le fais parce que tu as cette force-là qui t'avance et qui te permet d'avancer jour après jour et de, en même temps, savourer le petit rayon de soleil qui arrive sur ta joue et puis en même temps, de rigoler parce que tu prends une bouée avec toi et que tu vas chez quelqu'un avec ta bouée et en même temps, voilà, de continuer à se reconnecter à ça, à ces petits moments de vie parce que on est nous. Et le mot que tu as dit, c'est dissocier, c'est tout à fait ça. Moi, c'est ça qui m'a permis de reconnecter à ma force de vie, c'est de me reconnecter à moi, c'est-à-dire de vraiment dire, OK, j'ai peut-être un cancer, mais le cancer, c'est pas moi. Ouais. Aujourd'hui, avec le recul, tu vois, moi, il est beaucoup plus doux à mon oreille, le mot cancer, en fait. C'est Ah pas, oui, ça n'a plus la même énergie. oui, c'est ça, il n'a plus du tout la même énergie. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est ce on va y venir à toutes les deux, c'est que on a de la distance déjà par rapport à cette étape qui a été quand même, qui est quand même une sacrée étape. Et moi, c'est clair, hein, j'ai pas envie de le revivre. C'est-à-dire que j'espère que j'ai appris ce que je devais apprendre et j'espère que les changements que j'ai mis en place pour accueillir cette vie vraiment à sa juste valeur vont faire que par mes actions, par mon énergie, etc., j'arrive à transcender ça, à sublimer ça. Parce qu'effectivement, alors après, ça sera ce que ça devra être et on sait que cette force de vie est tout le temps là. Mais c'est vrai que même si la distance aujourd'hui, pour moi, ça fait 10 ans. Ouais, ça va faire, parce que 10 ans, je suis encore sur les processus. J'étais en pleine chimio il y a 10 ans. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que la distance emmène quand même à apprécier, ce qui nous a, en tout cas, ce qui m'a permis de venir chercher au fond de moi, ce qui m'a permis de venir reconnecter, ce qui m'a permis aussi de savourer cette vie. Et donc, du coup, ce mot, il est beaucoup... aujourd'hui, il n'est plus associé à toute cette charge, en fait. Tu vois, j'en ai de la gratitude même. Hein. Et oui, je sais que ça peut, voilà, pour les gens qui sont en plein dedans, ça peut venir heurter. Mais au-delà de tout ce processus, quand on arrive à faire tous les pas qu'on a fait, nous, c'est clair que j'ai de la gratitude pour le chemin que j'ai parcouru. Ouais. Non, et il en fait partie. Donc, tu vois, là, pour le coup, je le dissocie plus du tout, en fait. C'est non, vraiment, exactement. Parce qu'en fin de compte, c'est que moi, j'ai tout à fait la même vision, mais en fin de compte, quand tu es dans la maladie, le cancer, c'est vraiment la mort. Quand tu es dans la maladie, c'est ça. C'est ta mort, quoi. Alors que là, maintenant, avec le recul, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, avec le recul, quand je regarde l'épreuve que j'ai passée, maintenant, j'ai la foi comme quoi c'était mon chemin. C'était le chemin par lequel je devais passer. Et c'est le chemin qui m'a permis de grandir et qui m'a amené là où je suis maintenant.
mais c'est avec le recul. C'est pas du tout ce que j'avais à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'était important de se dissocier. Maintenant, tout comme toi, j'ai de la gratitude pour ce chemin. Ça ne veut pas dire que je veux revivre ce chemin-là. Mais par contre, j'ai de la gratitude pour ce que cette maladie m'a apporté. J'ai de la gratitude pour ce qu'elle m'a permis d'apprendre et là où elle m'a amené. Alors oui, pour autant, comme toi, ça ne veut pas dire que voilà, demain que j'ai envie de retourner forcément dans la grande machine du cancer. Loin de là, ce n'est pas ça l'idée. Mais par contre, c'est juste regarder la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant. La personne que je suis maintenant, elle est qui elle est parce que je suis passée par ce chemin-là. Exactement. Et voilà, c'est vraiment cette notion-là aussi que j'avais envie qu'on transmette. Oui, c'est important aussi parce que c'est pas forcément quelque chose moi que j'avais entendu quand j'étais malade. J'ai pas entendu quelqu'un qui m'avait dit bah tu verras cette maladie-là ça va aussi te permettre de te reconnecter à la vie, ça va aussi te permettre de te reconnecter à toi et c'est vrai que il faut du recul pour le voir, il faut vraiment du recul et là tu vois moi ça fait 4 ans et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai ce recul, parce que moi, c'est beaucoup plus récent que toi. J'ai eu en 2017 que je me suis fait opérer. En 2019, j'étais encore en plein dans les traitements, j'étais encore pas très bien, et je n'avais pas forcément ce recul-là. C'est vraiment récemment que je me dis, voilà, ça m'a permis d'être qui je suis maintenant. Et je pense que c'est important parce que même quand tu es au cœur de cette tempête-là, d'entendre ça, pour ceux à qui ça résonne, bah, ça peut dire bah, ok, bah, moi aussi, je vais avancer vers ça et moi aussi, je vais pouvoir me reconnecter à cette. Ouais, c'est aussi d'une certaine manière, tu sais, cette histoire de marche, de pont qui s'ouvre. Exactement. C'est de dire le pont arrive. C'est sûr que quand tu es là-dedans, c'est un pas après l'autre. De toute façon, tu ne peux pas être dans la projection. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, c'est vraiment un pas après l'autre. Mais ce pas après l'autre, il emmène à traverser le pont et même à permettre de continuer le chemin par ailleurs. Et le chemin, il est forcément différent, mais c'est pas parce qu'il est différent et c'est pas parce qu'il peut venir bousculer plein de choses. J'en suis la preuve. Il a bousculé plein de choses. Toi, à ta manière aussi, tu en es la preuve. Par contre, c'est clair que qui je suis aujourd'hui, malgré tout le parcours, et Dieu sait qu'il a été houleux, j'ai de la gratitude pour qui je suis aujourd'hui. Parce que je suis de plus en plus aux commandes de ma vie et je le fais par choix. C'est ça. Tu vois? Et forcément, elle a un autre goût, une autre saveur. Les gens qui aujourd'hui entourent et qui sont autour de moi, etc., c'est pareil, ça fait partie de ce processus-là et ils sont arrivés aussi parce que je suis qui je suis aujourd'hui. Donc, moi, aujourd'hui, franchement, c'est clair que cette vidéo, pour moi, c'est vraiment pour venir apporter de l'espoir et pour venir dire que oui, le parcours est compliqué, mais il y a aussi il y a aussi un après, en fait. Il y a aussi un après. Et il y a un vrai changement. Cette maladie amène un vrai changement. Un vrai changement. Et pour ceux qui s'ouvrent à ce changement-là, en tout cas, il faut aussi s'ouvrir à ça. Tu peux aussi rester dans cette lutte à te dire bah, pourquoi moi. Après, c'est chaque personne qui vit cette maladie en fonction de ce qui est juste pour elle. Mais quand tu es prêt à t'ouvrir à ce changement-là, ça t'amène à un vrai changement. Et tout comme toi, voilà, moi j'ai de la gratitude pour ce parcours et c'est un chemin que je ne changerai pas. Le chemin que j'ai vécu, je ne le changerai pas parce que je sais que voilà, c'est le chemin que j'avais besoin de vivre pour être la personne que je suis maintenant. Ça ne veut pas dire que je veux revivre la même chose dans le futur, mais c'est le chemin que j'ai vécu et c'est le chemin dont je suis très fière. Tu nous parles de qui tu es maintenant, en fait. Qui est la Barbara? La Barbara de maintenant, c'est quelqu'un comme toi qui a changé complètement sa vie. Je travaillais dans la banque avant et maintenant, donc, j'accompagne les personnes justement à canaliser leur mental, tu vois, à canaliser tout ce
tout ce mental qui nous amène de souffrance, des perspectives qui nous font souffrir, pour se reconnecter justement et retrouver foi en la vie, pour renouer avec la légèreté, pour renouer avec la joie de vivre. Et donc, voilà, quel changement entre la personne qui travaillait, qui était organisateur bancaire, et maintenant la personne qui accompagne des personnes voilà, qui sont aussi sur ce chemin et qui ont cette envie de renouer avec la légèreté, parce que cette légèreté-là, elle est en nous. Quand on regarde un enfant, il est dans la légèreté, il est dans la joie. Donc, c'est en nous, c'est juste, voilà, il faut se reconnecter à soi. Et toi comme moi, il nous a fallu des épisodes, des épreuves pour se rendre compte que cette joie, que cette légèreté, elle est en nous. Mais on peut aussi se reconnecter à cette joie, à cette légèreté, sans passer par la souffrance et sans passer par la maladie. Et c'est ça qui m'anime vraiment, c'est justement de pouvoir partager qu'un autre chemin est possible, qu'on peut vraiment être dans cette force de vie, être dans cette foi en la vie, être dans cette légèreté, dans cette sérénité, et sans avoir à souffrir. Sans attendre de se prendre une claque pour venir se... C'est ça. Parce que moi, j'ai connu le cancer, j'ai connu aussi la dépression, j'ai connu différentes choses. Et mon corps, il l'a dit souvent. Il m'a dit, ça va pas là. J'ai quand même eu la dépression avant le cancer et je ne l'ai pas forcément écouté. Alors, ça a été ça m'a permis à cheminer. C'est la dépression, justement, ça fait partie aussi de mon chemin. C'est cette dépression-là que j'ai fait en 2015, donc tu vois, 2 ans avant mon cancer. Ça a été ma prise de conscience. Ça a été le switch qui m'a permis de m'ouvrir au développement personnel. Avant ça, je ne savais même pas ce que c'était que le mot développement personnel. La spiritualité, la pleine conscience, j'en avais jamais entendu parler. J'étais uniquement dans des chiffres très, très rationnels. Et donc, du coup, voilà, cette dépression-là a été aussi une porte qui m'a amenée après, derrière, à passer cette épreuve de cancer en choisissant ce qu'on disait, en se dissociant de la maladie et en choisissant qui je veux être, en m'ouvrant à d'autres possibilités, en m'ouvrant à la légèreté. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un vrai changement. Excuse-moi, il y a Samantha, potentielle SB. Samantha, c'est une amie qui est sur Nantes. Elle marque chacun son parcours et chacun son déclic, exactement parce que c'est en fait ce qu'on vient de raconter nous par rapport à notre expérience de cancer. En fait, on peut exactement vivre les mêmes process et les mêmes réveils, les mêmes changements en vivant chacun des épreuves qui sont sur leur chemin. Exactement. Et il n'y a pas de petites ou de grandes épreuves. C'est juste voilà, des épreuves de vie, des situations que l'on vit qui nous amènent des prises de conscience. Et c'est cette prise de conscience-là qui fait que voilà, on avance sur notre chemin, mais chacun à son rythme, chacun en fonction de ce qui est juste pour soi à chaque instant, quoi. Et il n'y a pas de meilleur chemin, il n'y a pas de moins bon chemin, c'est juste son propre chemin. Moi, pour revenir un peu du coup à mon parcours, moi aussi aujourd'hui comme toi, j'accompagne les gens aussi à venir à devenir créateurs de leur vie. Parce que moi, c'est vraiment la notion que j'ai aussi, c'est d'être créatrice et d'être effectivement aux commandes, d'être la pilote de ma vie maintenant. Et alors, c'était pas au départ, tu vois, moi, en sortant de cette machinerie, et après de tout ce chamboulement perso, voilà, de reconstruction, en fait, je respirais avec une paille. Donc, il a fallu que je vienne euh, apaiser, tu vois, m'apaiser, cette petite fille intérieure qui était complètement chamboulée, perdue, qui ne comprenait plus rien. Ok, j'étais vivante, mais il n'y avait plus rien qui était resté en place. Presque, tu vois, à quoi bon, tu vois. Il a vibré pas longtemps parce que je l'ai très vite transcendé, mais c'est clair que je l'ai touché par moments. C'est-à-dire, j'ai lutté, j'ai eu cette force pour rester en vie, mais ma réalité en tous les cas, la perception que j'avais de ma réalité et toute ma construction, c'était envolé. Et là, oui, c'était un sentiment de vide. C'était un vide complet. Et en fait, à ça, moi, il y a eu tout un parcours pour venir me reconstruire. Oui, c'est ça.
Mais au début, le cheminement, tu le fais pour toi, hein, de toute manière. Ouais, il est carrément pour toi. C'est-à-dire que oui, j'ai fait plein comme toi, de la pleine conscience, de l'hypnose. En fait, euh, plein de choses qui m'ont permis de venir apaiser, reconnecter, comprendre, parce que le mental aussi a besoin de comprendre. Et après, au-delà de même de percevoir, au-delà de tout ça, et tous ces outils, au final, c'était vraiment pour moi, c'était vraiment Bien sûr. pour ma survie, pour avancer, pour comprendre, pour me dépasser. Sauf qu'à force de cheminer et d'avoir tout ça, et de voir aussi tous les changements réels dans ma vie, bah, en fait, ma boîte à outils était de plus en plus bien outillée. Et là, en fait, il y a eu un autre processus qui a commencé à se mettre en place. C'est pas si vieux que ça, finalement. C'est euh, d'avoir tout ça comme outil, d'avoir cette expérience, parce que finalement, je l'ai vécu dans la matière, mon corps l'a vécu. Donc, je sais ce que c'est de combattre, d'être dans une lutte pour rester en vie physique. Je sais ce que c'est de perdre tous ses repères, de perdre, pour moi, j'ai perdu ma famille, de devoir se reconstruire professionnellement. Voilà, tu vois, tout ça qui s'est effondré à un moment donné, aujourd'hui, sont ma force, parce que je sais ce que c'est que de toucher toutes ces étapes. Et en fait, le fait aussi du coup, transcender ça et de devenir moi-même prendre cette position d'accompagnante, c'est juste aussi dire à la personne, dans tous les cas, transmettre que c'est possible, C'est ça. qu'on peut y arriver et qu'on peut rester vivante et qu'en plus de ça, en ayant encore plus d'outils, on devient créateur de notre vie. C'est-à-dire de tout qui s'échappe, on reprend le contrôle de sa vie et on crée notre vie rêvée en fait. Ouais. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui m'anime, tu vois. Et autour de tout ça, il y a plein de choses qui se mettent en place. Moi, c'est clair que la gratitude fait partie de mes valeurs. Mais il y a une autre valeur qui est essentielle chez moi, c'est l'amour, tu vois. Tu sais, parce qu'en fait, ce monde, c'est un monde d'amour. Donc, si on peut venir juste en apportant, tu sais, même quand tu transmets une parole ou que tu parles à quelqu'un, c'est un acte d'amour déjà, tu vois. Et tu vois, depuis peu, je fais les bulles d'amour. Je sais que tu les connais, mes bulles d'amour, mais parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de, juste par l'intention de me connecter et de laisser passer ce qui a laissé passer, de permettre aux gens de venir se connecter aussi à cette énergie et à prendre ce qu'ils ont besoin de prendre parce que des fois, juste d'avoir ce petit, tu sais, comme quand tu croises quelqu'un qui te fait un sourire, et tu sais quoi, ça vient de changer ta journée, tu vois. Ben, c'est ça l'intention. Donc, voilà, c'est ma manière à moi de contribuer à ce monde et de lui dire que je l'aime, tu vois. C'est tout ça, en fait. Et je pense que quand tu as de la gratitude, c'est que tu es dans l'amour, en fait. Oui, oh bah, complètement. Complètement. C'est cet amour pour soi, cet amour pour la vie, cet amour pour la vie en général, donc cet amour pour les autres, cet amour inconditionnel, un amour qui ne juge pas. Et oui, je pense que c'est ça aussi que la maladie nous a amené aussi, c'est justement se reconnecter à un lien très fort avec la vie, et la vie est amour. Donc, Ouais, et de pouvoir, c'est pour ça que toutes les deux, finalement, c'est pas si anodin que ça qu'on devienne des thérapeutes, des accompagnantes pour venir à notre manière transmettre ça et transmettre à chacun le fait que peu importe qui est là sur notre chemin, on peut toujours le transcender. Ça, c'est mon mot à moi. Toi, tu dis sublimer, qui est génial. Hein, j'adore ton mot. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on pourrait dire ou que tu aurais envie, toi, de dire sur tout ça? non, je pense que l'essentiel a été dit. Moi, une chose que je dirais qui me monte naturellement, c'est juste, on a parlé beaucoup de force de vie, de foi en la vie, et on vient de parler de l'amour là. Et je pense que ça aussi,
c'est important, c'est reconnecter à cet amour pour soi aussi. C'est quand on est dans la maladie, juste se donner de l'amour, à soi-même, ne pas se juger. On en a parlé aussi, ça, de juger son corps, se juger, voilà, pourquoi moi, et dire, ben, voilà, qu'est-ce que j'ai mal fait. On peut avoir cette tendance-là aussi à dire, j'ai mal fait, j'ai mal mangé, j'ai mal fait ci, j'aurais pas dû fumer, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais quoi. Voilà, sans vouloir parce qu'on a des enfants et qu'on pourrait les quitter. Et voilà, et juste du coup, juste se donner de l'amour, parce que ça aussi, se reconnecter à cet amour pour soi, je pense que c'est essentiel, parce que dans cette machine-là dans laquelle on est, le corps médical est ultra performant pour nous amener à avancer. C'est pas forcément et c'est pas forcément leur rôle non plus, hein, mais après ça peut être un débat là-dessus, mais en tout cas, on n'a pas forcément cet amour qui est tout le temps là, et donc c'est important de l'être pour nous-mêmes, quoi. Juste se reconnecter à cet amour pour soi, et c'est ce qui permet aussi d'avancer un pas après l'autre. C'est clair. C'est clair. C'est aussi pour ça qu'on fait qu'on prend aujourd'hui, nous, ce rôle à cœur d'accompagner les autres. En vrai, c'est toujours la même histoire. C'est de venir se reconnecter à soi, apprendre à s'aimer. Et quand on est à l'intérieur de soi, en fait, parce qu'en fait, on ne peut pas changer les autres ni l'extérieur, etc. Tout change dès que toi, tu prends soin de toi et que tu te remets au cœur de ta vie, en fait. C'est ça. Et là, il y a tout qui repart. Ouais. C'est vraiment ça, quand j'ai arrêté de lutter contre mon corps, quand j'ai arrêté de lui en vouloir et que je lui ai juste dit, OK, je t'aime pour qui tu es, peu importe la forme que tu prends, peu importe les kilos que tu as, peu importe ce que je vis à travers toi, juste je t'aime et merci d'être là pour moi. C'était ça le switch qui a changé mon rapport à la maladie. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de souffrir de la maladie, que j'ai arrêté de rajouter de la souffrance dans la maladie. Parce qu'il y a de la douleur forcément, il y a de la douleur physique, il y a de la douleur émotionnelle, il y a forcément de la douleur. Mais je rajoutais moi-même beaucoup de souffrance parce que je m'étais déconnectée de cet amour pour moi. Et donc, se reconnecter à cet amour pour soi, je pense que c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire quand on est dans la maladie. Mais par contre, c'est pas le bon mot, mais c'est sûr que quand on est dans la machine, le système, et on parle du corps médical qui effectivement n'est pas là spécialement pour te soutenir parce que c'est pas leur job. C'est pas leur job, non. Après, on peut avoir un débat là-dessus. On peut avoir. Oui, c'est ça. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément la réalité qu'on peut vivre. C'est ça. C'est sûr que après, c'est pas forcément évident au moment où tu es en train de vivre cette période-là, de vraiment te retourner vers toi. Et c'est là où aussi, peut-être, si à un moment donné, la possibilité de se faire accompagner, mais à la limite, même pas forcément par un thérapeute, mais juste, avoir des gens autour de toi qui te permettent de te ramener à toi et que tu prennes ce temps pour toi. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui adoucit, si je peux employer le mot adoucir. Et puis qui t'aide à avancer. Je pense que c'est un soutien, c'est un vrai soutien. Toi, tu vois, tu parlais de la présence de tes enfants. En fin de compte, c'était l'amour de tes enfants, c'était l'amour que toi, tu avais pour tes enfants et que eux te donnaient cet amour inconditionnel là aussi. Moi, c'est aussi ce que j'ai ressenti avec mes enfants, avec mon conjoint, voilà, qui me permettait d'avoir ces sautes d'humeur, et pour autant, et de passer parmi les traitements, d'être fatiguée et de me sentir soutenue par les autres. Et donc, du coup, c'est important. C'est important quand tu ne peux pas, toi, avoir cet amour pour toi, de pouvoir avoir cet environnement-là où tu as cet amour-là. C'est vraiment, là, je pense, ce retour à l'amour qui te permet d'être connecté à ta force, à ta force de vie. Ouais. Et c'est clair que plus on peut faire, mais ça peut être des toutes petites choses. Hein. Ça n'a pas besoin de grand-chose. Hein. Je dis même moi, mettre la main sur le cœur, moi, tous les matins, c'est quelque chose que je fais. Mettre ma main sur mon cœur, ça me prend 1 minute. Hein. Mais de sentir les battements de mon cœur, bah, voilà, je me reconnecte à l'amour. À l'amour, déjà, je suis liée avec quelque chose, le cœur. Et puis en plus, je suis reconnectée à la vie, je suis reconnectée à l'amour. Ça peut être vraiment des toutes petites choses, des petits gestes. Moi, je sais que je suis très
tout ce qui est kinesthésique, j'aime beaucoup. Donc, le soleil, quand je ressens le soleil sur ma peau, ça me fait un bien fou. Et ben voilà, ça me donne, ça me remplit d'amour. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui sont importantes et qui te permettent de tenir quand tu es en plein dans la tempête. C'est important de se reconnecter à cette force-là, cette force de l'amour, tout simplement. La force de vie, c'est l'amour en soi. Ouais. Bon, est-ce qu'on a encore des choses à dire? On pourrait en parler pendant. Bah oui, c'est notre vie, donc. mais, Je ne sais pas combien de temps exactement. Attends, hop, on est sur. J'arrive pas à voir, mais en tout cas, ça fait. Ah oui, écoute, il est 15h41. Oui, ça fait un moment déjà. Ça fait un bon moment. Bah, peut-être. Voilà. Moi, ce que j'espère juste, c'est que voilà, les personnes qui le verront et qui récupèrent ce qu'elles ont besoin d'entendre, c'est ça qui Et au-delà même, bien sûr qu'on l'a fait toutes les deux parce que Octobre Rose, voilà, ça, c'était aussi pour nous. C'est le symbole. Ouais, c'est ça, c'était un symbole, mais euh, bien sûr que pour les gens touchés par cette maladie ou même les gens qui accompagnent, parce qu'effectivement, on n'en a pas trop parlé, mais c'est clair que ça impacte tout le monde. On a besoin de la machine, ça impacte tout le monde. Donc, surtout de revenir toujours à soi et d'être dans cet amour, dans ça. Après, quand il y a besoin, on peut se retourner vers l'extérieur. Moi, c'est clair que j'ai fait ça pendant, ça a été partie de ma reconstruction et passer sur le fait d'aller me faire accompagner à différents niveaux. Tu vois. Et on peut toujours trouver des ressources, soit auprès des nôtres, soit à l'extérieur, etc. Pour pouvoir avancer. Mais c'est clair que ce live, il est un peu pour donner de l'espoir sur quand on traverse comme ça le cancer. Mais il s'adresse en fait à tout le monde en général. Quoi. Oui, dans toutes les épreuves de vie qu'on peut vivre. Moi, je te dis, moi, j'ai connu la dépression aussi et c'est pareil, ça s'adresse également à ça, dans tout ce que tu peux vivre, dans tout le cheminement et même sans épreuve, forcément, même sans épreuve, se reconnecter à la vie en soi, se reconnecter à cette foi en la vie, à cet amour, c'est ce qui nous permet de nous remettre aux commandes, comme tu disais toi-même, de redevenir créateur, parce que dans ces cas-là, tu choisis à chaque instant de vivre intentionnellement. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir. Pour moi, c'est apprendre à développer cet amour, c'est le plus beau cadeau, vraiment, que l'on puisse s'offrir. Que ça soit à travers la maladie ou pas, hein, dans tous les cas. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, nous, ça a été on va dire, notre porte, notre réveil. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, on n'est pas obligé de forcément passer par cette étape pour revenir reconnecter à ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, Barbara, moi, j'ai envie de te remercier et j'ai envie de remercier tout le monde parce qu'on a quand même eu pas mal de messages. On viendra y répondre toutes les deux. Oui, j'ai pas accès là, mais je regarderai, oui. Ouais, on viendra y répondre. On vous remercie vraiment oui, merci pour votre présence. parce que moi, j'ai vu un peu les messages arriver et vraiment, je suis très touchée. J'espère que ce live, ce message d'espoir, j'ai envie de dire, vous aura apporté ce que vous devez aussi prendre. Et en tout cas, nous, c'était un vrai bonheur de pouvoir partager ce moment déjà toutes les deux et de le partager avec vous. C'est une vraie intention d'amour, justement, ce live. Je pense que c'était vraiment notre souhait à toutes les deux, c'était de vraiment transmettre ça. Après, pour ceux s'ils ont envie d'en savoir plus sur nous, franchement, je n'ai pas spécialement envie de venir épiloguer sur ce live-là. C'est l'objectif. C'est ça, ce n'était pas l'objectif. Vous avez des occasions, si vous voulez, on est joignables, Barbara et moi. En tous les cas, on vous remercie vraiment du fond du cœur. Moi, j'ai envie d'envoyer plein d'amour et plein de lumière à tous ceux et à toutes celles qui sont en train de aujourd'hui passer par cette étape. Et qui accompagne quelqu'un dans cette étape. D'envoyer aussi de l'amour et de la lumière à tous ceux qui les accompagnent. Et envoyer de l'amour et de la lumière à tout le monde parce qu'on est tous dans ce chemin de vie et ce chemin de vie nous emmène à venir vivre comme ça différentes épreuves, différents passages qui nous emmènent à notre connexion. Donc, c'est ça le mot, hein, c'est venir se reconnecter à soi. Donc voilà, est-ce que tu as envie je vais te laisser conclure, Barbara.
Moi, c'est pareil. Je vous remercie tous. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Et voilà, le mot de la fin, ça serait ça. Ce serait de se reconnecter à l'amour. Offrez-vous ce cadeau-là. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Quoi que vous soyez en train de vivre, c'est le plus beau cadeau à s'offrir. Merci à tous infiniment. Merci. Et peut-être qu'on se refera ça. C'était bien chouette. C'était chouette. Voilà. Vous pourrez nous laisser ça en commentaire si vous avez envie qu'on parle d'autres thèmes. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré ce moment et vraiment, gratitude, ma belle amie. Merci à toi. Salut tout le monde.